Et c'est une première en France, on en parle maintenant. L'Autriche qui durcit sa politique migratoire. Elle a décidé de suspendre le regroupement familial. Le gouvernement autrichien justifie cette décision par le fait que le pays, je cite, a atteint les limites de sa capacité d'accueil. Alors cette mesure, elle est prévue pour durer 6 mois, mais elle pourrait bien s'étendre jusqu'en 2027. Alors en France, on aimerait bien faire pareil, en tout cas certains, à l'image d'Éric Ciotti, une majorité des Français, ils seraient prêts aussi, manifestement, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews, de JDD, eh bien 57% des Français sont pour l'arrêt de la politique de regroupement familial en France. Charlotte Dornelas, la famille qui est, sauf erreur de ma part, la deuxième cause de l'immigration en France. Ah bah avant la première, non? Je disais, les études, la première. Et la famille, les études, mais la familiale, normalement, la texte, ça dure plus longtemps, je veux dire. Oui, bah la question de la politique familiale, du regroupement familial est évidemment une cause massive d'immigration aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, comment s'appelle-t-il, aidez-moi, Giscard, qui avait mis en place, avait voulu revenir dessus, la restreindre, ce qui lui avait été refusé par les fameux accords Gisti, donc sur demande d'une association auprès des tribunaux. Et donc la politique d'immigration avait été contrainte par l'interprétation, en l'occurrence du droit, dans une jurisprudence extrêmement nouvelle, au moment où le président de la République s'était rendu compte que c'était une source d'immigration massive et qu'il voulait y mettre un terme. Donc depuis, la question n'a jamais été réellement approché, on va dire. Enfin, il n'y a pas un seul gouvernement qui a voulu s'attaquer très directement à ça. Il y a des candidats qui ont voulu le faire, qui veulent toujours le faire. Et pour quelle raison, selon vous? Mais parce que le regroupement familial a été vu au titre... En fait, la politique d'immigration en France a évolué, si bien qu'aujourd'hui, elle n'est décidée que par les droits individuels des personnes qui veulent venir en France. C'est ça qui est examiné. Or, le droit à la vie familiale, qui peut se vivre partout dans le monde, précisons-le quand même, eh bien, est devenu un droit à vivre en famille en France à partir du moment où une des personnes y est. C'est comme ça que le droit individuel de la personne qui entre en France a été vu. C'est vrai là-dessus, c'est vrai sur tous les demandeurs d'asile, sur toute la manière dont on examine ces dossiers-là. Tout est vu en fonction du droit individuel de la personne dont on examine le dossier et pas du droit du pays d'accueil à accueillir ou à moins accueillir ou à ne plus accueillir. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, les hommes politiques ne s'y sont pas attaqués à cette question en particulier. Philippe Guibert. Oui, c'est vrai qu'il y a les jurisprudences européennes et nationales et constitutionnelles et du Conseil d'État garantissent ce regroupement familial via le droit, comme le disait Charlotte, à la vie familiale. Et donc effectivement, c'est un débat qui dure depuis longtemps, mais qui n'a jamais été précisément tranché. En fait, je trouve ça intéressant le coup de l'Autriche parce que ça montre qu'on peut le faire en tout cas. C'est un gouvernement conservateur en coalition avec des socialistes, les sociodémocrates autrichiens, et des libéraux. C'est-à-dire, c'est pas un gouvernement très à droite. Alors, le parti très à droite autrichien, le FPO, est le premier parti d'Autriche, mais n'a pas réussi à former un gouvernement. Et donc, ils ont pris cette décision à la fois sous la pression de l'opinion publique et sous la pression politique qui existe en Autriche. Et donc, je trouve que l'argument qui est utilisé par le gouvernement autrichien, qui est de dire on doit accueillir en fonction de nos capacités, est un argument que je trouve tout à fait recevable. Donc ça pourrait être appliqué, selon vous, légitimement en France, puisque en tout cas, cette question-là, elle se pose largement en France, aussi, qui est de dire on n'a pas un devoir d'accueillir tout le monde sans tenir compte de nos capacités d'accueil, d'intégration, d'assimilation. Or, ces capacités sont évidemment très émoussées, pour le dire avec modération. Et donc, je trouve que cette approche-là, qui consiste à dire on doit concevoir l'immigration en fonction quand même de nos capacités d'accueil, d'intégration et d'assimilation, me paraît être la bonne démarche. Après, juridiquement, je sais pas comment cette affaire se termine, parce qu'ils vont sortir aussi à la jurisprudence européenne. C'est pas une suppression, c'est une suspension pour 6 mois. Et donc, qui est visiblement renouvelable. Donc, je ne sais pas si dans le cas des accords de Schengen, c'est autorisé ou pas. J'ai pas réussi à trouver l'explication juridique. Mais, en tout cas, je trouve qu'il pose la question, parce que dans tous les pays européens, on voit quand même une montée des opinions publiques
contre l'immigration. Donc, vous à un avez moment donné, il souligné faut bien quelque chose d'important, Philippe Guibert, c'est qu'il y a une forme de consensus, en tout cas des partis de droite comme de gauche. Ça a été le cas aussi d'ailleurs au Danemark. Oui, tout à fait. La gauche danoise a pris des mesures très et c'est pas le cas, Charlotte Dornelas, en France, où c'est vrai que la gauche n'est pas du tout en accord sur ces sujets avec les partis de droite. Oui, absolument, mais comment dire, le Danemark, c'est un peu particulier parce qu'ils n'ont pas les mêmes traités européens que nous. Ils n'ont pas les mêmes clauses, notamment dans Schengen et dans plusieurs. L'Autriche, je connais pas la situation de leurs droits et de leur rapport aux traités européens, mais je pense que c'est les mêmes que nous. Mais on a aussi des pays qui s'affranchissent. On l'a vu avec l'Allemagne sur d'autres sujets, sur des sujets plus économiques ou industriels, s'affranchir absolument. Un consensus. S'affranchir absolument des traités. Ah non, seuls, très sereinement, ils sont affranchis seuls de certains traités. Un consensus dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a un consensus populaire déjà pour commencer, parce que même dans les partis de gauche, les électeurs sont de plus en plus nombreux à plébisciter toutes ces mesures-là, et toutes les mesures de restriction de l'immigration de manière générale font consensus dans la population. Après que le monde politique se batte là-dessus, c'est pas c'est pas un frein à partir du moment où la personne élue à la présidence de la République est élue notamment avec cette promesse-là. Je sais pas s'il y a un consensus sur les mesures, mais en tout cas, il y a un consensus. En France, c'est du 70 à 80% selon la façon dont on pose la question, pour dire il faut réduire l'immigration. Alors certains veulent aller plus loin en disant on va arrêter l'immigration, mais en tout cas, vous avez plus des 2/3 ou voire les 3/4 des Français qui sont pour une réduction de l'immigration. Après, il y a de savoir comment on s'y prend et comment on le fait intelligemment, de façon à la fois efficace, intelligente, et aussi en respectant les personnes. Donc, mais cette question de la réduction de l'immigration, elle est posée dans tous les pays européens. Il y en a pas un, je ne vois pas un pays européen qui fait exception. Et donc la gauche dont je viens, dont vous parliez à l'instant, ne veut pas, parce qu'elle a pris la mesure du problème, mais elle ne veut pas en tirer les conclusions politiques, parce qu'elle considère que c'est un marqueur politique entre la gauche et la droite, et que la gauche est devenue toujours favorable à l'immigration, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, en particulier par les gouvernements de gauche qui ont pu être à l'œuvre. Et donc, on est sur un blocage là qui est idéologique, alors que je trouve qu'il serait beaucoup plus intelligent d'étudier les façons intelligentes, respectueuses des personnes, de diminuer l'immigration, puisque c'est une demande populaire, et que nos capacités. Je pense par exemple au droit d'asile. Je pense qu'il y a une dérive lourde dans le droit d'asile, qui est constatée par tout le monde et qui est une source d'immigration aujourd'hui extrêmement importante. Et je pense que là-dessus on pourrait revoir un certain nombre de choses. Par exemple, moins sur l'immigration du travail, qui est pas une source majeure d'immigration du travail, et où on peut considérer que derrière arrive le regroupement familial, mais on peut considérer qu'à un moment donné un pays peut avoir besoin d'immigration de travail. Mais le droit d'asile, en revanche, il a complètement explosé. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête. Depuis 10 ans, les demandes d'asile et les droits d'asile ont augmenté de façon exponentielle. Au-delà de la question des textes sur l'asile, vous avez raison, ça s'est étendu. 580 millions éligibles au droit d'asile de personnes. Ah oui, dans le monde. Mais la question du droit d'asile, les critères de l'asile se sont élargis, mais on a un problème encore plus grand. C'est que le droit aujourd'hui, et là c'est le droit européen, nous impose non pas d'examiner avant l'entrée des personnes sur le territoire, à partir du moment où elles sont à destination de l'Europe, il est obligatoire de débarquer ces personnes en Europe, c'est ce qu'on avait vu avec les bateaux, et d'examiner les dossiers au cas par cas. Vous ne pouvez pas prendre de décision collective. Salvini s'est retrouvé au tribunal pour cette raison, et raison pour laquelle il avait préalablement été élu. Vous voyez comme tout ça est très démocratique. Et simplement parce qu'il a voulu renvoyer le bateau sur lequel il avait fait monter des médecins et des vivres au point de départ, il s'est retrouvé devant un tribunal. C'est la stricte vérité, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé de les débarquer. Donc une fois que vous les avez débarqués, là vous étudiez au cas par cas le droit d'asile de chacun. Donc non seulement le droit d'asile s'est étendu, mais toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile ne sont pas renvoyées pour les raisons que l'on connaît désormais par cœur. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir. Aujourd'hui, la justice vient d'annuler l'expulsion d'un demandeur d'asile au motif qu'il a entamé une transition de genre. Oui, voilà, c'est là on est en plein dans l'extension. Là, on est dans le délire. Pardonnez-moi, je vais être un peu brutal, mais je trouve que tout ça n'a plus de sens. Tout ça n'a plus de sens. Excusez-moi, mais le droit d'asile, il a été créé politiquement sous la Révolution française pour accueillir les combattants de la liberté. Le droit d'asile ? Ouais.
Ah bah c'est plus vieux que ça, c'est l'Église à la base. Non, mais politiquement, politiquement, c'est la Révolution française qui le crée. J'assume parfaitement que ce soit la Révolution française. Non, c'est vraiment un truc catholique, c'est que les gens qui étaient rentrés dans les églises, la justice ne pouvait pas aller les poursuivre dans les églises à la base. Dans les États, du point de vue politique, c'est la Révolution française. Et donc, je trouve qu'on devrait en revenir à cette conception du droit d'asile, plutôt que de l'étendre de façon indéfinie, ce qui fait effectivement qu'il y a eu des calculs qui ont été faits par l'Observatoire de l'immigration, même si c'est un calcul fictif, qui fait que le nombre de personnes qui pourraient demander l'asile est exponentiel. Et c'est le mot de la fin, Philippe Guibert. Merci Charlotte Dornelas, merci Philippe Guibert d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour ces débats.